selon de façon mais vraiment que chacun dans sa gauche applique ces valeurs-là. Mais t'as pas se rappeler, il y a quelques années, dans le secteur de Montréal, il y avait eu beaucoup de fumée pour un incendie qui était dans le secteur des Chichas. Et de se protéger soi-même si on a des symptômes, et même si on n'a pas de symptômes, de se protéger des maladies chroniques. On sait qu'il y a des maladies neurologiques qui sont reliées au chant. On sait qu'il y a des maladies d'apprentissage. La situation des enfants dans les écoles est très mauvaise parce que ça augmente le ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Donc, les enfants dans les écoles apprennent moins bien lorsqu'elles sont soumises à ces ondes-là. Mais de manière pratique, le ministère de l'Éducation du Québec se fiche de ces littératures-là et ils suivent les pamphlets qui leur sont proposés par l'industrie qui leur dit si vous donnez des tablettes à vos enfants, ils vont devenir tellement plus intelligents. Alors qu'en fait, c'est l'opposé qui se produit. Nous recevons aujourd'hui le professeur Paul Héroux de la faculté de médecine de McGill. Avec un doctorat en physique et une expérience d'ingénieur à Hydro-Québec, il étudie depuis des décennies les effets des champs électromagnétiques sur la santé. Il soutient que l'industrie et les gouvernements ignorent les impacts biologiques réels en se concentrant uniquement sur les effets thermiques, l'échauffement, tout en utilisant l'argument trompeur du non ionisant. Le professeur Héroux explique comment ces champs, lignes à haute tension, cellulaires, Wi-Fi, interfèrent avec les courants électriques naturels de notre corps, contribuant à la hausse de l'électro-hypersensibilité et à l'augmentation de maladies chroniques comme le diabète et le cancer. Déjà, je voudrais vous remercier d'être avec nous. Et puis, en m'intéressant à votre parcours, je vois que vous avez quand même un parcours qui est assez fascinant. Vous avez des doctorats en physique, travaillé comme, il me semble, 15 ans comme ingénieur, notamment à l'Institut de recherche d'Hydro-Québec. Puis aujourd'hui, vous êtes professeur à la faculté de médecine à McGill. Puis je voudrais que vous nous racontiez un peu qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser justement, à faire le pont entre votre parcours et aujourd'hui à vous intéresser aux effets des champs électromagnétiques sur la santé. À l'époque où j'étais jeune chercheur à l'Institut de recherche d'Hydro-Québec, la question des effets sur la santé des lignes de haute tension et des champs magnétiques qui sont associés aux lignes de haute tension était perçue comme extrêmement importante et très controversée. Alors, naturellement, dans un milieu qui est constitué essentiellement d'ingénieurs, c'est pas tout le monde qui est prêt à s'intéresser à ça. Un ingénieur, par instinct, est une personne d'application. Donc, il s'intéresse à ce que les systèmes fonctionnent correctement. En d'autres termes, tant que les clients paient leur facture d'électricité et sont satisfaits du service, le rôle est joué. Mais moi, j'étais un physicien, donc je m'intéressais à des choses un peu plus fondamentales. Et lorsque ces questions de est-ce que les champs magnétiques ou électriques des lignes de haute tension ont des impacts sur la santé, c'était quelque chose qui m'interpellait particulièrement parce que malgré le fait que je travaillais parmi les ingénieurs, j'avais également une formation fondamentale en physique. Donc, l'histoire de savoir est-ce qu'un champ magnétique est capable dans le corps d'induire des effets dont on n'est pas conscient à l'heure actuelle, c'était quelque chose de très intéressant et sur lequel il y avait déjà une littérature relativement abondante parce que ces préoccupations-là ne datent pas d'hier. Depuis l'époque, depuis 100 ans, depuis l'exploitation des réseaux électriques, il y a des gens qui ont prétendu que les champs magnétiques de basse fréquence, en particulier là, des lignes de haute tension qui pénètrent le corps sans aucune altération, d'autres termes, pénètrent comme si le corps n'était pas là. On est donc exposé de manière uniforme par ces champs-là. Est-ce que ça peut effectivement affecter notre santé? Et naturellement, l'industrie s'était concentrée vis-à-vis de ce problème-là sur des effets à très court terme. En d'autres termes, on savait qu'on pouvait avoir un choc en touchant un conducteur, on savait qu'on pouvait être électrocuté,
Mais ça, ce sont des choses à très court terme, des choses qu'on ne peut pas nier parce qu'elles sont criantes et évidentes. Mais tous les effets à long terme plus subtils, ça, l'industrie n'a pas voulu s'embarrasser de s'impliquer dans des questions comme ça parce que c'était effectivement des questions beaucoup plus biologiques, physiologiques, épidémiologiques dans lesquelles l'industrie n'avait pas d'expertise réelle. Donc, devant, je dirais, la taille du problème à investiguer, l'industrie s'est repliée sur ses propres préjugés et a décidé, ah non, non, il n'y a rien à voir, circuler, on ne veut pas s'occuper de ces problèmes-là. Donc, c'était sous cet angle-là. Et à peu près à cette époque-là, Hydro-Québec avait décidé d'amorcer une étude qui allait supposément démontrer que les champs magnétiques auxquels ces travailleurs étaient exposés ne généraient pas de problèmes sanitaires. Donc, on m'avait demandé à cette époque-là de fabriquer un appareil qui pourrait servir de dosimètre sur les champs électriques et les champs magnétiques et les transitoires auxquels les travailleurs de l'électricité au Québec, à Ontario Hydro et à Électricité de France étaient exposés. Alors, ça m'a impliqué de plus en plus dans cette voie-là. Et naturellement, un peu plus tard, la question des téléphones cellulaires. Et ce que les téléphones cellulaires ont fait, c'est qu'ils ont amené des expositions aux radiofréquences, ou on peut dire également les micro-ondes, à la portée de tout le monde, parce que subitement, tout le monde avait un téléphone cellulaire. Vous avez un téléphone cellulaire? Oui, Est-ce oui. que vous en avez plus qu'un? Non, juste un. Juste un, mais je connais beaucoup de gens qui en ont plus qu'un. Hmm. Des collègues chercheurs dans différentes régions du monde, souvent, vont ouvrir leur bourse et ils vont en avoir deux ou trois. Et moi, je n'utilise pas un téléphone cellulaire, ce qui surprend souvent mes étudiants à l'université, mais peut-être que je sais des choses qu'ils ne savent pas. Donc, la seconde question, c'était est-ce que en fournissant à tous les individus de la planète un petit émetteur de micro-ondes qu'ils placent tout près de leur tête pour avoir des communications téléphoniques, est-ce que ça a un impact sur la santé? Donc, il y avait je dirais, deux broches principales du problème, les basses fréquences et les hautes fréquences. Et malgré le fait que du point de vue d'une compagnie de télécommunications, c'est très évident qu'il n'y a aucun effet sur la santé des radiofréquences et des micro-ondes, parce que également, ce sont des entreprises qui sont soucieux de maintenir des liens de communication et qui ne veulent pas s'impliquer dans des questions d'impact sur la santé, en particulier des impacts chroniques. Et l'industrie des radiofréquences était connaissante de quoi à cette époque-là? Elle était connaissante des fours micro-ondes qui servaient à chauffer. Donc, la limite de leur expertise était reliée à l'échauffement dû à des intensités de micro-ondes très élevées. Donc, pour eux, tant qu'on n'était pas capable de cuire un œuf, ben, il n'y en avait pas de risque sur les ondes électromagnétiques. Malheureusement, euh, il y avait déjà une littérature considérable qui disait le contraire. Et c'est là qu'a été le début d'un schisme, d'un développement d'idéologies très différentes, qui était la science de l'industrie, qui disait il n'y a rien à voir, et la science des gens de santé humaine ou de physiologie ou de biologie qui disait, ben, nous, on voit des choses qui se produisent. Et le chiasme entre les deux, c'est que l'industrie se préoccupe essentiellement des petits effets à court terme, à très court terme, alors que les gens de santé s'inquiètent de quoi? Ils s'inquiètent de la montée des cancers, ils s'inquiètent de la montée de la maladie d'Alzheimer, ils s'inquiètent de la montée du diabète et se disent, qu'est-ce qui s'est passé dans notre environnement pour que ces maladies de la civilisation, telles qu'on les appelle, soient aussi en montée aussi fulgurante. Et naturellement, dans le domaine de la santé, il y a beaucoup de compétiteurs qui veulent s'approprier la causalité. En d'autres termes, si la cause de tout ça, c'est les microplastiques, ben, je viens d'avoir de grosses subventions pour étudier ce sujet-là.
Donc, il y a une difficulté de faire accepter les impacts sur la santé des ondes électromagnétiques, en particulier parce que la, la communauté des ingénieurs en électricité et en électronique, c'est au moins 1,5 million de personnes sur la planète qui, d'une seule voix, ont répété euh, de manière chronique, inquiétez-vous pas, ces effets-là, ces ondes-là ne sont pas dangereuses. Et il y avait deux raisons qu'elles ont présentées au public. Ils ont dit, premièrement, ça n'est pas ionisant. En d'autres termes, l'énergie des ondes que l'on utilise est trop faible pour ioniser. Alors, à cette époque-là, il y avait l'histoire de la bombe atomique et des radiations nucléaires qui sont souvent des radiations ionisantes et l'industrie des télécommunications et de l'électricité ont utilisé le contraste entre la bombe atomique et leur radiation pour, vous voyez, nous, on, on fait rien. Et le second argument, qui était un peu plus subtil, c'était que, vous savez, euh, les ondes que l'on produit ne sont pas capables d'échauffer les tissus. Et ce qu'il disait essentiellement, c'est que les courants qu'on induit sont beaucoup plus faibles que le mouvement thermique des molécules d'eau dans votre corps. En d'autres termes, l'énergie que nos radiations injectent est plus petite que le mouvement thermique des molécules d'eau. Et ça semblait une bonne idée. Euh, Ça avait chez les ingénieurs une grande valeur, sauf que, pensez-y bien, lorsque vous utilisez une antenne pour capter des ondes électromagnétiques, est-ce que vous êtes obligé de la refroidir à 0 degré absolu pour éviter l'agitation thermique? Ben, en fait, non. Non. Donc, ça veut dire qu'une antenne est tout à fait capable d'enregistrer et de capter des ondes électromagnétiques, même si elle est chaude. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et la réponse à ça, c'est que les électrons dans le métal sont découplés du mouvement des atomes. Et il s'avère que si on examine la biologie, à l'intérieur de vous, c'est exactement la même chose. Les électrons qui circulent dans votre corps sont découplés du mouvement des atomes. Et le fait que les radiations ne sont pas ionisantes, ça n'a aucune valeur comme argument parce que votre action d'être vivant, l'action d'être vivant pour tous les organismes vivants, c'est que vous circulez à l'intérieur de vos tissus vos propres courants électriques. Donc, vous êtes ionisé par nécessité parce que vous êtes vivant. Lorsque vous avez un métabolisme, en d'autres termes, qui fonctionne avec de la nourriture et de l'oxygène, vous générez des courants électriques. Et s'il y a des courants électriques qui circulent dans votre corps, toute autre intervention électromagnétique, quelle qu'elle soit, est capable de perturber les courants intimes qui vous ont été donnés par la nature. Donc, les arguments que l'industrie utilisait avaient une valeur, je dirais, très superficielle et évitaient d'examiner le problème en profondeur. Oui, puis là, c'est sans compter la multiplication, parce qu'on dit aujourd'hui qu'on vit dans un monde hyper connecté. Là, vous avez nommé le cellulaire, Mhm. mais il y a aussi le Wi-Fi dans les maisons. Il y a de plus en plus de signaux qu'on utilise comme ça sans fil. Euh, Dans le fond, ce qui nous amène à parler un peu d'électrosensibilité, je voulais vous entendre aussi sur comment vous expliqueriez ce terme-là. Parce que j'imagine que même s'il y a des littératures sur ce sujet depuis longtemps, c'est quelque chose qu'on commence à entendre, j'ai l'impression, de plus en plus aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous définir ce terme d'hypersensibilité? C'est quoi les symptômes et pourquoi est-ce on en arrive à ça? Bon, les hypersensibles, c'est une population qui s'est développée dans, euh, dans la communauté humaine suite à l'exposition à des ondes électromagnétiques auxquelles l'humain
et les systèmes vivants en général n'avaient jamais été exposés auparavant. En d'autres termes, si vous vivez en 1889, il n'y a pas de champ électromagnétique de basse fréquence parce que vous n'avez pas d'électricité. Et également, vous n'êtes pas exposé aux radiofréquences parce que il n'y avait pas de ces fréquences-là. Il faut dire que dans l'environnement naturel, l'environnement radiofréquence et micro-ondes est minuscule. La preuve, c'est que pour écouter ces radiations-là qui viennent de l'espace, on a besoin de radiotélescopes de dimensions considérables. Des énormes oreilles métalliques nous permettent en fait d'enregistrer de petits signaux qui viennent du milieu interstellaire. Mais la technologie nous a amené des éléments de radiation qui étaient absolument inexistants dans le passé. Donc, il n'y avait pas de raison de croire que l'organisme humain était capable de tolérer ces radiations-là, contrairement au champ statique de la Terre, le champ statique qu'on utilise pour les boussoles. Et ça, c'est un champ qui ne varie pas au cours du temps et donc qui a des propriétés fondamentalement différentes de celles des ondes des, des, des circuits euh, électriques ou des circuits radiofréquences. Donc, on met dans l'environnement quelque chose de totalement neuf. Et il y avait une certaine population de gens qui étaient capables de détecter et d'être incommodés par les ondes dans l'environnement. Et ça, c'est quelque chose qui est connu depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais c'est devenu de plus en plus criant à l'époque où les téléphones cellulaires sont arrivés, parce que là, il y a pas mal de gens qui avaient des malaises. Quoi les malaises? Bon, des problèmes de concentration, des maux de tête, des éruptions cutanées, toutes sortes de manifestations très désagréables qui faisaient que, dans certains cas, il était nécessaire pour ces individus-là de se soustraire à l'environnement qui leur était imposé. Donc, au travail, ces gens-là ne pouvaient plus être présents dans leur milieu de travail. Dans leur maison, ils devaient réduire les champs magnétiques de basse tension, ils devaient éviter d'utiliser du Wi-Fi, ils devaient éviter d'utiliser des téléphones cellulaires. Et donc, ces gens-là, effectivement, étaient exclus de la société. Et ce qu'on voit, c'est que les organismes de contrôle qui sont en fait à la solde des gouvernements et de l'industrie ne veulent pas changer leurs pratiques, on va avoir ce qu'on appelle un apartheid électromagnétique. Ces gens-là vont être exclus de la société, ne pourront plus aller dans les banques, dans les épiceries, parce qu'on veut mettre du Wi-Fi partout, n'est-ce pas? Et la vue de l'industrie, c'est que plus il y en a, plus les gens sont contents. Et l'idée de l'industrie, c'est que tant que tout le monde ne communiquera pas en temps réel avec tout le monde, leur mission n'est pas achevée. Donc, votre cravate devrait communiquer avec votre réfrigérateur, qui devrait communiquer avec votre voiture, qui devrait communiquer avec votre chien. Donc, eux, ils en veulent de plus en plus. Mais moi, franchement, quand j'arrive à mon bureau le matin, euh, je regarde mon courriel et je trouve que des communications, j'en ai bien assez. Et je suis peut-être romantique, mais je voudrais retourner à l'époque où il y avait des journaux qui nous laissaient un peu le temps de souffler et qu'on n'était pas assaillis de toutes sortes de manières par des informations dont on ne veut pas, en fait, qui sont de la publicité. Et finalement, la valeur d'une information, c'est ce qu'elle contient. Ce n'est pas la quantité qui nous... Regardez un peu ce qui s'est passé avec la télévision. Quand j'étais tout petit, à l'époque, moi, on avait 3 canaux de télévision. Maintenant, on a 3000 canaux de télévision qu'on ne veut pas regarder. Donc, il y a une question philosophique à savoir, est-ce qu'on a besoin des communications que l'industrie veut nous imposer ou nous fournir? Donc, l'industrie n'a pas de limite dans son expansion parce qu'elle veut toujours vendre, vendre, vendre.
Donc, les gens vont voir une partie de football et tout le monde est en train de prendre des vidéos de la partie qu'ils ont devant eux pour envoyer à des amis ou à des connaissances, à des choses comme ça. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'excès dans la société vis-à-vis de ces communications-là. Mais la communication, tant qu'elle est limitée, par exemple, à la fibre optique, qui n'a pas besoin d'utiliser des radiations, ben, si vous voulez envoyer des vidéos de chatons qui miaulent euh, à, à tous les individus sur la planète, ça, c'est votre choix. Mais si ça passe par fibre optique, ça n'implique pas que les humains sont exposés. Alors que les techniques que l'industrie a décidé d'implanter, c'est des techniques qui vous demandent à chacun de payer une souscription à un système cellulaire, ce qui est très, très, très lucratif. Donc, l'industrie cherche beaucoup plus de l'argent que des télécommunications raisonnables. Ce que je comprends, Donc, c'est que les électrosensibles, ce sont des victimes. Ces gens-là ressentent des malaises, ne peuvent plus tolérer les ondes électromagnétiques, s'y soustraient et éventuellement perdre leur emploi, doivent déménager. Et imaginez que vous avez acheté une petite maison dans un milieu champêtre et que la compagnie de télécom décide d'installer une tour près de chez vous. Ben, si vous êtes électrosensible, vous devez vendre et déménager. Ce n'est pas ce que j'appellerais la justice sociale. oui, hein. Puis je comprends qu'en fait, c'est pas reconnu en fait par l'électrosensibilité est pas reconnue pour supporter ces individus-là. Au niveau, je parle au niveau gouvernemental au Canada. Ben, effectivement, le gouvernement est constitué de quoi? Est constitué de ministres qui sont très anxieux de leur réélection. Alors, si le président de Bell Canada décroche le téléphone et parle au ministre, il dit, vous savez, ces histoires d'électrosensibles-là, ce sont des illusions, les gens sont pas vraiment malades, ils sont tout simplement fous. Il est plus susceptible d'écouter le président de Bell Canada qu'il est susceptible d'écouter les plaintes d'une victime qui n'a aucune influence. Donc, il y a vraiment une injustice criante parce que ces gens-là, il y a eu des suicides, il y a des gens qui sont extrêmement malades, il y a des cas extrêmes, et il y a beaucoup d'autres personnes qui ressentent les impacts de ces radiations-là, et ce sont des symptômes plus légers, c'est juste des maux de tête. Et regardez ce qui se passe dans nos écoles. On sait que les ondes du Wi-Fi sont capables d'altérer la mémoire chez les enfants. En d'autres termes, excusez-moi, ils, ils apprennent moins, mais ça, tant que, tant que ça n'est pas visible de manière claire pour les professeurs, on l'endure. Euh, le fait qu'il y a plus de diabète, ben, c'est relié aux ondes électromagnétiques. Mais on est habitué à ces maladies-là. Donc, il n'y a pas juste l'électrosensible, il y a des conséquences graves de ces expositions-là qui sont niées par l'industrie parce qu'ils savent très bien que s'ils les admettent, ils vont devoir modifier la manière dont ils construisent leur réseau ou la manière dont ils fabriquent leur téléphone cellulaire. Et ce sont des choses qu'ils ne veulent pas envisager. Ils se disent, ces victimes-là, ben, c'est une conséquence du fait que nous, on doit opérer et qui s'arrange. Et je pense qu'il n'y a aucune sympathie. Et vous allez me demander comment ce problème-là va être réglé à long terme. Ben oui, ça aurait été ma question de, dans Ben, le fond, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Mais si c'est pas reconnu et qu'en plus on est face à des industries qui sont tellement puissantes et tellement, qui ont tellement d'effets dans notre milieu, mais qui ont, oui, c'est ça, puissantes. oui. C'est ça, on se sent à part débrancher notre Wi-Fi chez nous ou faire attention avec notre cellulaire. Ouais, j'aimerais ça vous entendre là-dessus quand même. Ben, mettez-vous à la place d'une personne électrosensible qui doit aller à l'hôpital. L'hôpital, c'est un endroit où c'est plein de radiation. Cette personne-là se dit, si je vais à l'hôpital, je vais probablement être encore plus malade. Donc, il y a vraiment un problème d'accès. Il y a beaucoup d'électrosensibles qui ne peuvent pas aller dans les banques, ne peuvent pas aller dans les épiceries. Beaucoup d'endroits publics leur sont proscrits.
Alors, je vais vous dire ce qui va se passer. Les électrosensibles, ils doivent se séparer de la société. Ils doivent s'isoler. Ils doivent contrôler leur propre environnement parce que l'environnement que leur gouvernement leur propose est absolument inacceptable pour eux. Et qu'est-ce qui va se produire? C'est que il va y avoir, je dirais, un apartheid électromagnétique de plus en plus évident et ça se réglera pas au Québec, ça va se régler aux États-Unis. Pourquoi ça va se régler aux États-Unis? C'est que les États-Unis, c'est une nation capitaliste, comme vous le savez. Et les nations capitalistes sont très tolérantes vis-à-vis de l'industrie. Ils laissent plus ou moins faire l'industrie ce qu'elle veut. Jusqu'au moment où les problèmes deviennent apparents. Et lorsque vous, aux États-Unis, vous poursuivez une entreprise vis-à-vis des problèmes qu'elles ont produits, je dirais, les compensations peuvent être extrêmement élevées. Donc, lorsqu'on va avoir gagné aux États-Unis une poursuite en cours contre les compagnies de téléphone et que les sanctions vont être de 2 ou 3 milliards de dollars et que ces sanctions-là sont répétées 2 ou 3 fois, c'est là que l'industrie va demander au gouvernement de changer les limites. Parce que le gouvernement ne fera jamais rien parce que 2 à 3 d'électrosensibles, c'est pas vraiment ça qui va leur faire perdre des élections. Mais si l'industrie dit on va être... Pensez à ce qui s'est produit, par exemple, vis-à-vis de l'amiante et du plomb. On a complètement radié certaines industries de la planète. Naturellement, l'industrie survit toujours. La compagnie fait banqueroute, mais les capitaux se reconstituent ailleurs, sous d'autres noms et tout ça. Mais on peut vraiment éliminer ces compagnies-là totalement à cause du fait qu'elles euh, n'ont pas été honnêtes vis-à-vis de leur discours vis-à-vis des effets électromagnétiques. Et si vous regardez le site d'Hydro-Québec, c'est extrêmement rassurant. Ils vont vous dire que, bah, il y avait une petite montée dans telle et telle année vis-à-vis des effets des ondes électromagnétiques, mais ça s'est calmé et on s'est rendu compte qu'il n'y en avait aucun effet. Mais la littérature scientifique ne dit absolument pas ça. Donc, l'industrie peut continuer à rêver jusqu'à ce que dans des pays où il y a des compensations réelles qui sont attribuées, jusqu'à ce que l'industrie soit détruite, essentiellement. Ouais, intéressant. Hein. J'aimerais si on pouvait faire une conclusion par rapport à... Je sais qu'on n'est pas, comme vous dites, il y a peut-être 2-3% d'hypersensibles. Est-ce que j'imagine que ça peut être quelque chose... Là, c'est l'hypersensibilité. Je comprends qu'il peut y avoir tous les autres impacts qu'on ne voit pas et qu'on peut peut-être mettre sur d'autres problématiques, mais qui pourraient être liés aussi à ces ondes-là. Mm-hmm. Comment est-ce que, dans le fond, dans notre quotidien ou chez nous, les gens qui nous écoutent ou qui voudraient, qui sont quand même sensibles à ce sujet-là, ben, peuvent s'organiser ou organiser pour peut-être limiter, parce que je peux comprendre quand vous parlez de diabète, quand vous parlez des maladies comme des cancers, que ça peut avoir des impacts à ce niveau-là aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut limiter? J'ai entendu parler de certains tissus qui peuvent bloquer les ondes. Il y a des gens qui utilisent des fois ça. Il y a des gens qui n'utilisent pas de Wi-Fi chez eux, par exemple, dans cette optique des ondes déjà, sans forcément connaître profondément ce sujet-là. Mais c'est ça, en fait, vous parlez de comment l'industrie aux États-Unis pourrait faire changer les choses, mais peut-être qu'est-ce que chez nous, déjà, un peu dans notre quotidien, on peut faire notre Comment est-ce part. qu'un individu peut se protéger? Parce finalement, la situation actuellement, c'est que votre gouvernement qui vous dit qu'il vous protège, ben, il vous ment. En fait, votre gouvernement, il fait absolument rien, il veut pas déranger l'industrie et ils ont peur que si l'industrie devient hostile, ils vont perdre la prochaine élection. C'est de ça qu'ils ont peur. Donc, l'individu est laissé à lui-même. C'est à vous-même de vous protéger. Si vous êtes électrosensible, vous êtes probablement déjà expert dans toutes les techniques qui vous permettent de vous protéger. Si vous n'êtes pas électrosensible, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas influencé par les ondes. Par exemple, si vous avez le diabète, ben, les ondes ont un rôle à jouer dans ça.
Donc, comment réduire les radiations? Ben, les techniques sont un peu différentes dans le cas des basses fréquences et des hautes fréquences. Dans le cas des basses fréquences, c'est surtout le réaménagement des objets. Vous éloignez des objets, en fait, qui passent des courants substantiels dans votre maison. Ne mettez pas la couchette de votre enfant près d'une plainte électrique, ça donne la leucémie. Est-ce que c'est assez clair? Et ça donne le cancer en général, mais chez les enfants, c'était particulièrement évident et on a détecté ça relativement tôt. Mais probablement, tous les cancers sont augmentés par ces radiations-là. Éloignez-vous de ces sources-là, les sources de basse fréquence. Dans le cas des sources de radiofréquence, c'est un peu plus favorable parce que vous avez le choix d'utiliser un cellulaire, de l'utiliser un certain nombre d'heures par jour et effectivement, du papier aluminium est très efficace pour bloquer les radiofréquences. Donc, vous pouvez effectivement avoir un routeur chez vous qui peut être enveloppé avec du papier d'aluminium pour réduire ses émissions. Vous pouvez acheter un routeur qui émet moins de radiation que ce qui est proposé par les grandes compagnies qui, naturellement, ne veulent pas réduire les émissions parce que si elles mettaient, je dirais, leur doigt dans cette question-là, ils ont peur de responsabilité civile. Elles vont être poursuivies pour des impacts comme le cancer du cerveau, comme la diminution de la fertilité humaine qui est due à ces ondes-là aussi. Donc, elles ne veulent pas bouger pour des craintes, je dirais, essentiellement des craintes de poursuites légales. Mais inévitablement, ces poursuites-là vont être faites dans des pays où les compensations sont plus généreuses et c'est là que les choses vont basculer. En fait, on peut avoir toutes les télécommunications qu'on veut avec la fibre optique qui est incroyablement plus puissante que le sans-fil. Et lorsqu'on a besoin du sans-fil, absolument, je n'irai pas à dire que vous ne pouvez pas déverrouiller votre voiture occasionnellement avec un émetteur portatif, mais on devrait limiter sérieusement l'utilisation du sans-fil dans nos vies parce que ça a un impact sur notre biologie de manière fondamentale et pour la population en général, ça se manifeste principalement comme une augmentation des maladies que l'on connaît déjà. Donc, les maladies neurologiques comme Parkinson's et Alzheimer's, les maladies comme le cancer, le diabète, ces maladies-là que l'on connaît sont contribuées en partie par les ondes électromagnétiques. Alors, comme je comprends qu'il n'y a pas forcément, on peut pas forcément aller voir son médecin, je comprends que c'est peut-être pas tous les médecins qui seront ouverts à entendre. Il n'y a pratiquement pas de médecins qui comprennent ces problèmes-là. Les médecins, ce qu'ils comprennent, c'est les produits pharmaceutiques que l'industrie pharmaceutique veut bien leur pousser. Les médecins, ils poussent des pilules. Et la compréhension des choses électromagnétiques, c'est quelque chose qui est totalement à l'extérieur de leurs compétences. Il y a certaines exceptions, mais il y en a très peu de ces exceptions-là. C'est pour ça que je me disais, alors vers où on peut aiguiller des gens à qui ça parle, tout ce que vous venez de nommer. Vous allez au Rassemblement Électrosensibilité Québec. Dans tous les pays du monde, il y a des groupes d'électrosensibles qui se sont réunis ensemble afin de partager des solutions, afin de pleurer ensemble et afin d'essayer de se sortir d'une situation qui est très difficile. Il y a dans quelques pays que vous soyez, aux États-Unis, il y a peut-être une quinzaine d'associations d'électrosensibles qui essaient de faire un lobbying auprès du gouvernement, mais ils diffusent également de l'information aux gens qui voudraient être instruits. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Héroux, pour votre temps. Ça me fait plaisir. Ne manquez pas la semaine prochaine notre entrevue avec le porte-parole de Rassemblement Électrosensibilité Québec, l'artiste Christian-Marc Gendron, qui témoignera de sa réalité en tant qu'électrosensible. Cette entrevue sera aussi disponible sur notre site internet.